On va causer donc de cette collection Cérès Franco que ma camarade et moi sommes allés visiter à Montolieu, du côté de Carcassonne. On s'est cogné, comme vous l'a dit la semaine dernière, ma camarade, 2400 bornes en bagnole. Et on a commencé justement par cette collection Cérès Franco, puisque elle exposait en comment dirais-je, comment on peut appeler ça, deux artistes, Deux artistes un peu phares de sa collection, ouais, quand même. Qu'elle appelle La peau et les mots, cette exposition, c'est ça, non? Ouais. Ouais. Et deux artistes qu'on adore, personnellement j'en adore un plus que l'autre sur les deux, c'est Michel Macréo, voilà. Et donc pour voir ces artistes, eh bien on s'est bougé, on est monté là-haut, un petit village adorable d'ailleurs, pas très touristique, hein, ce qui est sympa aussi. Enfin, le temps n'était pas propice non plus à la balade et aux vacances estivales, mais quand même, on a pu s'asseoir sur une petite terrasse et boire une mousse. C'est une petite place de village sympa. Je dis, il y avait par nous, il y avait un couple sur la terrasse. Voilà, c'était pas la Côte d'Azur, hein. Et on a pu déambuler dans les rues de ce village. Regarder des vieilles maisons. Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs. On a vu des ateliers. Enfin. Ouais, je crois qu'il y a une quinzaine d'ateliers d'artistes dans ce village. Il doit y avoir une quinzaine de librairies, une quinzaine d'ateliers d'artistes. Oui, parce que c'est un village qui est consacré au livre. C'est-à-dire, on l'appelle le village du livre, et tous les ans, il y a une grande manifestation qui concerne le livre. On a aussi dans ce village un musée de l'imprimerie. Évidemment, qui est lié au livre, quoi. Très beau, qu'on n'a pas visité parce qu'il n'était pas encore ouvert quand on y est passé, mais peut-être qu'on y retournera un de ces quatre pour bosser là-bas sur ce musée, où il y a évidemment où sont regroupées toutes les machines. Enfin, il y a une histoire un peu de la machine de l'imprimerie, des machines, des bécanes d'imprimerie, depuis la typographie jusqu'à l'offset. Peut-être pour l'offset, non, pas que je délire non plus. Enfin bon, il y a les outils de l'imprimerie, et avec des caractères en bois encore. On a vu des casses, on a vu tout ce qui constituait si vous voulez, le matériel de la typographie, quoi, pour parler simplement. On a eu un entretien comme ça impromptu avec la directrice de ce musée, une jeune et dynamique directrice. Et on pense qu'on renouera une espèce de dialogue avec elle pour voir si on peut pas faire des choses ensemble par la suite. Ouais, elle a un projet avec un graveur fils de républicain espagnol. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc effectivement, la collection Cérès Franco, elle se trouve hébergée dans une ancienne coopérative viticole, donc un lieu assez magnifique, c'est 1000 mètres carrés d'exposition, ça a été complètement refait, donc c'est des murs blancs, un espace très très vaste et éclairé. Enfin, c'est vraiment un lieu agréable pour voir une exposition. Donc on est allé là et on a découvert donc une partie de cette collection. Alors, Cérès Franco, en fait, on en avait déjà un petit peu parlé dans cette émission. Enfin, c'est sa fille, Dominique Paulat, quand elle est venue chez Arakaï, qui avait un peu parlé de sa maman. Donc, Cérès Franco, elle, c'est une femme qui est née en 1926, qui est brésilienne, et qui quitte le Brésil quand elle a 22 ans. Elle part étudier l'histoire de l'art à l'université de Columbia et à la New York School de New York. Puis ensuite, elle rejoint l'Europe et elle s'installe en 1951, elle s'installe à Paris. Et là, elle va collaborer en tant que critique d'art, donc pour plusieurs journaux de son pays. Et en 1962, elle organise sa première exposition de peinture qui est intitulée L'œil de bœuf. C'est rue de Seine, c'est à Paris. Et en fait, l'œil de bœuf, pourquoi ? Parce qu'elle avait demandé à des artistes de réaliser des tableaux de forme ovale ou rond. Donc c'est le nom ensuite qu'elle gardera et qu'elle donnera à sa galerie parisienne qui s'installera rue Quincampoix en 1972. Et toutes ces expositions s'appelleront aussi, je crois, l'œil de bœuf. Donc elle a une collection qui est composée de 1500 œuvres, qui regroupe environ 258 artistes. Il y a 40 pays différents.
Donc sa collection, elle comprend de la peinture, de la sculpture, des dessins. Il y a des artistes du mouvement Cobra, de la nouvelle figuration, des œuvres issues de l'art populaire sud-américain et mexicain. Il y a de l'art naïf, il y a des artistes autodidactes, voilà. Et ce sont des œuvres qui, elle, quand elle a commencé à les collectionner, étaient quand même peu exposées et reconnues dans les musées. Donc elle noue aussi des liens d'amitié forts avec les artistes qu'elle collectionne. Et en 1994, elle installe sa collection dans 2 maisons à La Grasse. La Grasse, c'est toujours dans l'Aude. Et c'est une collection que le public peut visiter et qui est exposée donc depuis 2 ans à Montaulieu dans cette coopérative viticole. Donc Jean Dubuffet a pas mal travaillé avec elle aussi, l'a soutenue et lui a présenté donc des artistes comme Stani Ntowski dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Bien. Bon, je suis commis à vous parler de Michel Macréo, par mes camarades, qui est très dictatorial. Moi, c'est parce que tu l'aimes beaucoup, Michel Macréo. J'ai bien joué, comment tu dis, mon Calimero. Voilà, j'ai appris hier ce que c'était qu'un Calimero, je savais pas. C'est un poussin noir, paraît-il, avec une coquille d'œuf sur la tête. Bon. Ouais, donc moi, je lui prépare un seau de coquille d'œuf, et dès qu'il va faire son Calimero, il aura le seau de coquille d'œuf sur la tête. Voilà, il y a de l'ambiance dans les studios de Radio Libertaire. Bon. Oui, Michel Macréo, pourquoi? C'est bizarre, parce que j'ai rencontré cet artiste, pas lui en personne, qui était, hélas, qui est clapoté depuis un moment, mais dans une galerie sous la forme d'un petit fascicule, voilà. On n'était pas du tout allé dans cette galerie pour rencontrer son œuvre, mais bon, et ce petit fascicule qui tout de suite m'a pris par la manche, il m'a dit s'il te plaît, achète-moi, je suis un pauvre faux perdu. Bon, je l'ai acheté et puis je l'ai perdu d'ailleurs, bon, comme tout ce que j'aime, quoi. Ça, vous allez avoir droit à tous les trucs du Calimero, hein. Bon, et puis ça m'a poursuivi et paf, on le retrouve donc chez Paul Alardouin, rue Quincampoix, là, c'est la fille de la précitée Cérès Franco. Toujours sur la forme d'un petit opuscule que nous a refilé, mais avec d'autres artistes de ces galeries, la galériste de Dominique Paul Alardouin. Ouais, et puis parce qu'il était exposé aussi voilà. sur les murs de cette galerie, quoi. Voilà, il y avait les 6 messes qui étaient consacrées. Bon, et alors pourquoi donc est-ce que j'ai, comment dirais-je, que cet artiste m'a tapé, quitte à m'aveugler carrément ou à me crever les yeux, parce que il a quand même sur le moment, j'avais pas tout à fait le rapprochement, mais il a des liens étroits, pour pas dire, voilà, c'est pour pas dire, comment dirais-je, comment c'est, quand des droits paternels, non, comment je pourrais dire ça, ouais. Sur l'œuvre d'un autre sémillant jeune homme qui l'a glissé trop tôt, là je veux parler de Basquiat, voilà. Eh ben oui, c'est ça, voilà, c'est pour ça que j'ai tout de suite été intéressé par cet artiste, c'est parce que, sans le savoir, il me rappelait évidemment les graphismes de Basquiat. Et effectivement, j'ai relu assez récemment, je crois que c'est d'ailleurs en allant à Montaulieu, j'ai lu un truc là-dessus, que, si vous voulez, des critiques d'art de notre bio-pays se posaient la question de savoir si Basquiat n'avait pas intégralement pompé Macréo. Voilà, je simplifie un peu, hein. Moi je prends pas en général, je vais pas vous introduire ça comme un suppositoire, hein, c'est un peu plus brutal. Voilà, et c'est vrai, voilà, mais pas que de Basquiat, hein, de la figuration libre en général aussi, des gens comme Combas, etc., ont été fortement, à mon avis, influencés par ce cher Macréo, qui lui, par contre, si vous voulez, a quitté cette terre de misère quasiment inconnue. Voilà. S'il n'y avait pas cette galerie, cette collectionneuse Cérès Franco qui l'avait accompagné jusqu'à la fin et qui avait collectionné beaucoup de ses œuvres et fait sa promotion, repris maintenant par sa fille, parce qu'elle continue, elle, dans sa galerie de la rue Quincampoix
de l'exposer, voilà, serait complètement aurait complètement disparu des Simèses, quoi. Voilà. Il est vraiment, c'est même presque plus radical que Basquiat. Voilà. Il y a quelque chose chez lui de plus radical, peut-être parce que il fait plus référence, je crois. Enfin, son travail fait plus référence à l'art brut, outsider, tout ce que vous voulez, que Basquiat, qui est plutôt, comment dirais-je, un élégant pompeur de Macréo. Non, je suis dégueulasse. Enfin, c'est quand même un peu l'impression que ça me fait, quoi. Voilà. Il y a des textes aussi, il y a des œuvres sont carrément sur des fonds de toile brute, blanc, peint en blanc, quoi, avec un après, évidemment. Et puis, il y a des comment je dirais, une accumulation de formes de personnages, etc. Tantôt c'est très vide et tantôt c'est très travaillé, avec des couleurs assez souvent des couleurs sans vraiment de nuances. Oui, c'est des couleurs, je dirais pas primaires, parce qu'il y a quand même des tons rabattus, etc. Mais enfin bon, ça a plutôt tendance à être un peu primaire plutôt que d'être travaillé d'une manière raffinée, voyez-vous. Des textes aussi avec là j'en ai un sous les yeux, vendredi 14 novembre, c'est à Cormeilles, en 1968. Nous allons, alors marqué Corneille et moi, de travailler, à toi, Cérès, ensemble, voilà, ce genre de choses, posées comme ça, essayer aussi, hein, oui, essayer de travailler, oui. Ouais, parce qu'en fait, Corneille, c'est un peintre qui était assez proche aussi de Cérès Franco. Ouais, Michel Macréo et Corneille, ah oui, c'est un travail à deux mains, oui, voilà, c'est ça. Bon, alors je dois dire que sa vie, en tout cas, est assez pas très gaie, quoi, on peut pas dire. C'est des gens qui ont eu tellement de peine pour se faire comprendre, en tout cas, voilà, pour arriver à être entendus et aimés de leurs contemporains, que bon, ça arrache toujours un peu, voilà. Et je pense que s'ils aimaient, ils le disent d'ailleurs, mais lui, comme le peintre dont va vous parler ma camarade, il disait sur leurs œuvres, pas toutes évidemment, mais sur certaines, en tout cas des grands machins, des grands bazars, tout leur amour pour leurs galéristes, quoi. C'est assez étonnant parce que on sait bien que les artistes sont assez ingrats d'une certaine manière et d'une manière générale. Mais par contre, il y en a deux là dans la collection de Cérès Franco qui n'ont pas du tout été ingrats, qui ont tellement dépendu d'elle pas leur vie seulement matérielle, hein, ça aussi, mais surtout pour leur esprit, en tout cas, qui était un petit peu, c'était des artistes assez complexes dans leur façon de réagir, de penser, etc. Et ils avaient besoin plus que de fric, je pense, ils avaient besoin de sentir qu'ils étaient compris et aimés, quoi, je crois. Ouais. Et en fait, dans cette exposition, eux sont exposés dans la grande partie qui est au rez-de-chaussée, et leurs tableaux sont mis par ordre chronologique. C'est intéressant, ça sera surtout même pour Staniltovski, parce qu'on va voir que son état physique évolue et que sa peinture suit son état physique. Mais c'est vrai que cette chronologie est importante quand même. Tout à fait. Et effectivement, Macréo remercie très souvent Cérès Franco sur ses tableaux. Pour toi, Cérès, merci. Enfin, ils se voyaient, je crois aussi, elle allait souvent à Ibiza en Espagne, donc c'est marqué Ibiza. Donc elle le traînait avec lui, je suppose. Et c'est vrai que Macréo a une heure de gloire et en fait après tout est retombé, donc voilà, c'est ça, il est resté dans l'incompréhension. Ouais. Oui, il y a aussi ce phénomène chez chez certains artistes, je ne veux pas dire pas mal, parce que des artistes qui atteignent à peu près la notoriété, il y en a très peu, mais pour ceux qui atteignent une certaine notoriété à un moment de leur vie, eh bien, parfois, ou même peut-être un peu plus que parfois, patatrac, ça se casse la gueule, quoi. Même, il y a les exemples contemporains, hein, on va pas citer de nom pour pas leur faire de peine, mais d'artistes qui ont été un petit peu, sous les feux. Et les feux de quoi, on dit, au fait?
Les feux de la rampe. Oh, bah les feux de la rampe, dites donc, N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, c'est sous les feux de la rampe, et puis après, pam, il y a une panne d'électricité, et on n'en parle plus. Eh bien voilà, c'est ce qui était le cas de ce camarade Macréo. Malheureusement pour lui, il méritait pas ça, alors que des gens comme... Peut-être que Basquiat, sa chanson peut dire ça, parce que il a été effacé, mais... c'est d'être parti jeune, quoi. Il a pas eu le temps de se casser la gueule, quoi. Ouais. Mais Macréo est mort, il est mort en 95, il avait 60 ans. Ouais, à peine, ouais, voilà, c'est ça. 60 ans, c'est jeune quand même, quand on pense à Chagall, surtout, ou à Picasso. Voilà. C'est, si vous voulez, dans cette collection, pour moi, hein, parce qu'il y a plein d'artistes que je connaissais aussi dans cette collection, mais c'est pour moi, sans Macréo, cette collection, j'y portais beaucoup moins d'intérêt, quoi. Voilà. Pour vous dire les choses, pourtant il y a des artistes connus et qu'on aime bien, mais bon, lui c'est vraiment quelqu'un dont je me sens très 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 proche. Voilà. Merci Thérèse Franco. De la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. On a tant presque fait qu'on est loin de la mort. Alors tiens le repos, tu t'es bien bagarré. Et restons vers nulle part, je connais pas où t'es né, mais je vois dans ton regard qu'on peut pas avoir tort puisque tu es debout, que tu regardes au loin, tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes, je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route, attention gars fragile, qu'on la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. Merci d'être juste là, puisque tu n'es que toi. Et dans nos têtes baissées, nous reviennent nos fêtes. On reprenne fierté, juste avant la tempête. Rentre au sec mon ami, et le bonjour chez toi. Puisque tu es debout, que tu regardes au loin. Tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention gars fragile, pour la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. C'était Loïc Lantoine au bord de la falaise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, ça Dieu ça met son pub.
à Racaille par une émission consacrée à la collection Cérès Franco. C'est ma camarade Piqueco qui est dans la régie, qui va causer maintenant dans le poste d'un artiste phare de cette magnifique collection. J'ai dit, j'annonce Stanislavski. Ouais, Stanislavski, donc lui, il était peintre, il était dessinateur, il était poète. Il était d'origine polonaise. Son père était mineur. Il était venu travailler en Anjou, dans les ardoisières. Et Stanislavski, lui, naît en 1949, donc près d'Angers. Ses premières peintures donc vont venir suite à la maladie dont il est atteint, c'est-à-dire il a une myopathie, et à l'âge de 23 ans, il se retrouve cloué dans un fauteuil. Donc pour lui, dessiner, écrire, peindre vont vraiment être les moteurs de sa survie, ce qui va l'aider à dépasser cette maladie qui l'immobilise. Donc il abandonne rapidement l'abstraction et il commence à dessiner à l'encre, et il expose pour la première fois en 1974. Et en 1981, il est encouragé par Jean Dubuffet et Robert Tatin. Et là, il va franchir les portes de la galerie L'Œil de Boeuf pour présenter son travail à Cérès Franco. Et Cérès Franco est enthousiaste, et de cette rencontre va naître une très longue collaboration et aussi en fait une grande amitié. Donc il va considérer, Cérès Franco, pour lui, ça va être sa mère spirituelle, c'est elle qui organise donc cette première exposition à Paris. Et elle va défendre son travail pendant toute la durée de la vie de Stanislavski. Et malheureusement, malgré ses expositions et la reconnaissance de son travail, il est quand même épuisé par sa maladie. Il est de plus en plus épuisé, et en 2001, il met fin à ses jours. Donc lui, Stanislavski, on peut dire qu'il a fait en fait une œuvre qui est à la fois violente, qui est fantastique. C'est un hymne à la vie. Il dessine sur le papier, sur la toile. Et dans un entretien en 1999 à Jean-Marie Drault et à Dominique Paula-Dardouin, il disait « J'aime la vie, mais elle est souvent ensanglantée. Je n'ai jamais voulu choquer. Je veux aller à des choses très directes. Je regarde ce qui m'entoure et je peins de façon fulgurante pour en laisser une trace. » Donc Cérès Franco et Stanislavski ont aussi échangé une abondante correspondance. Et cette correspondance est en partie exposée à Montelieu. C'est la première fois qu'on peut voir ces lettres. Alors il y a tout un panneau qui représente, qui sont épingler toutes ces lettres. Donc c'est des lettres qui sont écrites à l'encre avec une écriture particulière, et on voit en fait que cette écriture, au fil des années, elle trahit aussi l'avancée de la maladie. Et il y a toujours énormément de dessins, il y a des textes poétiques, par exemple, il met « Cérès, mon ami ». Mes humbles dessins ne sont rien de plus que de petits bateaux en papier que je jette dans les caniveaux. Il y a aussi beaucoup de remerciements, parce que Cérès Franco lui envoie des tubes de peinture, elle lui parle de livres, donc voilà. Donc Stanislavski, en fait, dans ses lettres, il raconte tout son enthousiasme, il raconte aussi sa rage de vivre, il raconte ses doutes, ses angoisses. Des dessins de portraits de Cérès, en fait, qu'on peut retrouver sur ses lettres. Il dessine aussi le peintre Corneille, qui est donc très présent, on l'a vu, dans la vie de Cérès. Et en 1981, il écrit « J'agrémente ma lettre par des dessins tout simples et sans prétention de les faire ressembler à des beaux dessins. C'est vrai, j'aime tellement vous écrire, parfois j'ai l'impression que l'encre coule dans mes veines et que mes doigts se terminent en plumes. Alors tout naturellement, des dessins naissent et se trouvent portés par les airs, par les ondes, à vous. » Alors sa peinture aussi est le reflet de l'avancée de sa maladie, surtout là, comme on peut le voir par ordre chronologique. On voit que ses premières toiles sont quand même très colorées, sont figuratives. Et au fil des années, c'est quand même le noir qui va être de plus en plus présent, avec des formes humaines qui sont de plus en plus floues, qui se disloquent et qui se fondent donc dans le fond du tableau. Voilà, c'est un peu en gros ce qu'on peut dire sur l'œuvre de Stanislavski. Il y a Jean-Pierre Nuot, qui est le biographe de Stanislavski, qui était présent samedi dernier à Montelieu avec Dominique Paula-Dardouin. Et en lien, j'ai mis tout un tas d'articles, en fait, de pages qui font référence à son œuvre. Aussi, il y a des propos d'atelier. Ce sont des propos que Stani a racontés à Dominique Paulade. Et là, c'est des textes assez vivants où il raconte les débuts de sa maladie. Il avait essayé de se suicider, en fait, même très jeune, quand il a vu qu'il était fixé sur son fauteuil, comment il a découvert son père, donc l'avait enfermé dans une pièce, comment il a découvert Van Gogh, comment est venu son amour de la peinture aussi.
Oui, une peinture ou des dessins très nerveux, hein, on sent. Il arrache ça, hein, voilà, à la vie. En tout cas, ça donne cette impression, quoi. Voilà, pour moi, c'est assez, c'est un travail qui me met très mal à l'aise parce que bon, on sent à travers son travail quelque chose de rageur, de quelque chose de voilà, une espèce de recours. C'est quelque chose, oui, qui bouscule, qui déchire. Hein. Contrairement à Macréo, qui n'est pas non plus d'une tranquillité absolue, mais où il y a plus de rondeur, où il y a plus de calme, où il y a des choses quand même qui sont... Là, c'est Nitovski, c'est vraiment d'une violence extrême, voilà. Mais en même temps, ça décrit bien, probablement, l'état, j'allais dire d'âme, mais c'est un peu con, l'état, tout simplement, de cet homme qui est parce que j'ai un camarade proche de mon atelier qui est aussi myopathe, et je dois dire que quand on les a vus vivre, évoluer quelque temps, c'est l'angoisse vraiment de se sentir des gens qui sont enfermés, si vous voulez, dans leur corps, et un corps qui les laisse tomber de plus en plus. Voilà, ils deviennent pas complètement des légumes, mais c'est quand même quelque chose. C'est surtout cette notion d'enfermement, quoi. Voilà. Cet artiste que je connais, lui, si vous voulez, c'était quelqu'un qui marchait beaucoup, etc., etc. Et puis peu à peu, il a moins marché, puis il a pu marcher, puis il est dans un fauteuil roulant, et qui s'obstine aussi à peindre, allez, tous les jours, mais bon. Voilà. Alors lui, chez cet artiste proche de mon atelier, c'est un travail qui est assez, qui est pas tout à fait, comment dirais-je, simple, mais qui n'interpelle pas comme celui de Nitovski, où là, c'est vraiment, on sent cette lutte contre, justement, je crois, en tout cas, l'enfermement, quoi. Si vous savez, dans les cauchemars, ça vous est jamais arrivé de vous sentir, voilà, d'un seul coup, pareil, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus parler, vous pouvez plus crier, vous pouvez plus rien faire. Et puis là, vous essayez de vous en sortir. Je pense que l'état de Nitovski au naturel, c'était peut-être un peu ça, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que donc il s'est suicidé en 2001. Et en fait, j'ai lu qu'il avait un fils qui est mort, lui, quelques mois avant son suicide. Ah ouais. Bon, tous les artistes qui ont une vie très diète, hein, voilà, les musettes, les bals musettes, tout ça, les bords de Marne et tout, hein, sûrement. Ouais. Alors, si nos auditeurs veulent découvrir quelques œuvres de Nitovski, en fait, sans aller jusqu'à Montaulieu, nous, on en a vu 2 ou 3 au musée de la Halle Saint-Pierre, hein, dans l'exposition de l'art singulier qui est actuellement à la Halle Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, pensez toujours ayez dans le coin de vos têtes la galerie Paula d'Ardouin qui peut éventuellement, à l'occasion, ici ou là, en montrer quelques-uns. Voilà. Parce que c'est quand même, ça fait partie du fond de cette galerie, comme de la galerie Cérès Franco. Il me couvait sous son bras ferme quand les animaux de la ferme singeaient des contes dans mes yeux, l'ogre, le loup et Barbe-Bleue. Mais son aile s'est alourdie. On dit que c'est la maladie. Et le papier à cigarette, tel un solo de clarinette, dansait sous ses doigts scintillants comme les oiseaux du printemps. Voilà que sa main s'engourdit. On dit que c'est la maladie. Il savait déjouer les pièges de l'eau, du feu et de la neige, ouvrir le livre de la vie à la page de mes envies. Il dort sur l'encyclopédie. On dit que c'est la maladie.
faisait d'un ruisseau la Garonne, et d'une perle une couronne, une princesse d'une femme, et d'une étincelle une flamme. Et son regard se refroidit. On dit que c'est la maladie. Quand il croisait une injustice, la dénonçait à la palisse. Verdict au bistrot des amis, sans appel, ni langue d'utopie. Il ne joue plus la comédie. On dit que c'est la maladie. Il chassait comme Don Quichotte les margoulins à coups de botte. Avec l'énergie de l'espoir, n'aurait jamais voulu s'asseoir. Le vent a couché vers midi. On dit que c'est la maladie. Alors l'espérance recule. Ça fait le bonheur des pendules, sorcières, charlatans, gourous, perlimpinpin et soubirous, et des marchands de paradis. Elle a gagné la maladie. T'en fais pas, je chante à tue-tête, je suis debout, je fais la fête, j'arpège dans toutes les gammes, et d'un mot je fais une flamme, et d'une flamme un incendie. Je te ressemble à ce qu'on dit. Bernard Joyet, La maladie. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Non mais c'est la voix de la Fédération anarchiste, hein. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Et c'est Arracroy qui est consacré aujourd'hui à la collection CRS Franco. La collection CRS Franco qui a trouvé refuge, si l'on peut dire, le gîte et le couvert à Montolieu, à un petit village de l'Aude, c'est ça, ou l'Hérault de l'Aude, voilà, un petit village de l'Aude. Ouais, 18 km au nord-ouest de Carcassonne. De Carcassonne, sur un petit éperon rocheux, hein, c'est charmant, c'est un petit village. Ça sent pas la bouse, hélas, parce que maintenant, dans tous ces petits villages, il n'y a plus tellement d'activités agricoles, malheureusement. Moi, j'aime bien les villages où ça sent la bouse, voyez-vous, où on entend le coq qui fait cocorico le matin, hein, puis les poules font quand elles ont pondu un œuf. Voilà, j'aime bien les villages comme ça, mais ça existe de moins en moins, ou peut-être plus du tout d'ailleurs. Bon. Alors là, il y a donc la coopérative. C'est une ancienne coopérative agricole, vinicole, comme vous l'a dit, ma camarade Pichekou, qui, alors là, attention, faut pas essayer de la taquiner sur les choses justes, vraies, et qui sont pas contestables, hein. Bon, contrairement à moi. Parce que moi, je peux parfois un peu affabuler, quand je me laisse aller. Voilà, alors, cette collection CRS Franco, on vous en a donné déjà une idée avec Macréo et Stanislavski. Je me mettais jamais dans la tête, Stanislavski, et maintenant, alors, comme vous l'a dit Pichekou, 400 nationalités, 40 pays différents. 40 pays différents, 400 artistes. 250 artistes. Vous voyez comment, tout de suite, 250, ça passe à 400. Et 40 nationalités à 400 nationalités différentes. Bon, enfin bon, il y a combien de pays dans le monde ? Oh là 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 là. S'il y a un auditeur qui le sait, qu'il nous le dise, hein, parce que bon, on est aussi nuls l'un que l'autre. C'est pitoyable. Bon, eh bien oui, il n'y a pas que, hein, il y a donc toute une pelle d'autres artistes dans cette ex-coopérative vinicole qui sent hélas plus le pinard. Bon, il y a des anciens emplacements de citernes, pas de citernes, comment on appelle ça ? De chelles. De chais, oui, bref. Ça devait être des citernes d'ailleurs qu'il y avait là avec du pinard dedans, voyez-vous, avant que
Et donc ils ont viré la citerne, ils ont gardé l'espace. Donc ça c'est à l'étage. Et là, dans une de ces grottes, ouais, ou d'alcôve, on peut dire. Oui, alcôve, ça fait un peu. Alcôve, oui. Eh bien, il y a, si vous voulez, en pendant à des. Comment c'est ces choses brésiliennes là? Ce sont les ex-voto brésiliens. Il y a des ex-voto brésiliens qui dans une de ces alcôves. Et à côté, il y a la même chose. C'est des. Ouais, c'est en fait les ex-voto brésiliens donc sont présentés, ils sont tenus par des ficelles, donc ce sont des bras, des jambes, enfin je crois qu'ils sont en bois. Hein, ils sont tenus par des voilà, fils. Ils sont suspendus au plafond par des fils. Ouais. Et en réponse ou en pendant, il y a une installation donc d'Elisabeth Garouste. Alors bon, je suis pas toujours un fanatique. Du travail d'Elisabeth Garouste, parce que c'est une designer d'abord, une très bonne designer apparemment, enfin en tout cas je crois. Moi les designers je suis pas très fort pour les apprécier, puisqu'ils se ressemblent tous un peu. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas le cas d'Elisabeth Garouste, mais bon, c'est une designer quand même, c'est pas trop mon truc. Mais là, dans cette expo de ces ex-voto, mais elles ne sont pas des ex-voto, enfin je pense pas, enfin peut-être que si, après tout. Ce sont des formes, enfin, ou des, je sais pas si ce sont c'est en plâtre, je pense, ou quelque chose comme ça. Alors il y a des formes un peu de galets, de pierres, etc., tout ce que vous voulez, et peint de couleur blanche, et dessus elle a dessiné soit des visages, etc. Comment dirais-je, tout un bestiaire. Non, c'est pas un bestiaire parce que c'est souvent des êtres humains. Enfin, pas des êtres humains, mais bref, toute une petite, comment dirais-je, un petit théâtre, voilà, de volumes qui, ma foi, et j'en ai repéré quelques-uns, qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'est pourquoi j'en parle. Vous voyez, je suis pas chauvin, je suis pas un mec sectaire. Et je dois dire que là, il y a un vrai travail. Par contre, là, c'est plus du design, c'est un vrai travail, de mon point de vue, mais ça veut peut-être rien dire du tout, de créateur, d'artiste en tout cas, parce qu'il y a plus qu'un savoir-faire, il y a plus qu'une technique, il y a plus que tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vibre là-dedans. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, les ex-voto brésiliens, bon, c'est une espèce c'est une collection qui s'appuie sur une tradition probablement de récupérer ces ex-voto qui sont en bois pour la plupart. Vous voyez, c'est très différent. D'un côté, vous avez un matériau plutôt pas moderne, mais enfin bon, qui peut être considéré comme tel, le plâtre, je pense. Mais oui, il me semble que c'est du plâtre. Hein. Je ne sais pas si Dominique peut avoir plus de précision, mais il me semble. Non, j'arrive pas à retrouver. C'est vrai qu'on a un peu zappé parce que ça reste très blanc. Alors est-ce que ça peut pas être du papier mâché? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très lisse aussi. C'est possible, mais on peut faire ça aussi avec du papier mâché. Ça serait possible aussi, oui, tout à fait. Ouais. Enfin, on s'en excuse auprès d'Elisabeth Garouste, d'être aussi imprécis, mais on s'en fout un peu. De l'imprécision sur le matériau, ce qui compte, c'est ce que ça fait bouger dans nos intérieurs, à nous toutes seules, hein, voyez-vous. Ouais, c'est très sombre. En fait, c'est sur l'alcôve. En fait, celle-ci c'est noir donc oui, ça ressort. Ces têtes, en fait, en plus, les têtes ont des formes très particulières. Il y a vraiment un beau travail sur la forme aussi du visage. Quoi. Voilà, les formes sont, à mon avis, plus que belles, presque. Même, je dirais même magnifique. Non, sans vous là. Non, Elisabeth Garouste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous taper de 10 balles à la fin de ma prestation. Mais il y en a quelques-unes, je dirais pas toutes, parce que c'est toujours difficile quand il y a une profusion d'éléments à regarder, à comprendre, à ressentir, mais il y a, en tout cas, moi, je procède comme ça j'ai une vue d'ensemble. Bon, ça me dit oui, ça me dit non. Là, ça m'a dit oui. Et puis après, j'ai essayé dans cette profusion d'en regarder quelques-uns, voyez-vous.
que j'ai choisi comme ça, avec mon regard qui déambulait dans ces formes, et j'en ai trouvé une particulièrement. Alors il faudrait que j'aille sur place pour vous. On l'a pas photographié spécialement, mais il y en avait une qui m'a, je peux dire, bouleversé un peu. Donc comme ça, oui. Je suis pas bouleversé trop facilement quand même. Ça dépend des jours. Mais là, c'est ce qui m'a donné envie d'en parler plus particulièrement du travail d'Elisabeth Garousse, parce que bon, de mon point de vue, en tout cas, ça le mérite. Parce que moi, ça a fait bouger quelque chose dans mes intérieurs, comment dire, mes intérieurs mélancoliques. Et bon, et puis c'est le fait que ça ait fait bouger quelque chose dans mes intérieurs mélancoliques, ça me donne envie de le partager. Ne me regardez pas avec ces termes méprisants, ma chère camarade. Hein. J'essaye de faire passer quelque chose de très compliqué. Et bon, moi au moins je risque. Hein. Je regarde pas sur mon grimoire pour voir ce que j'ai écrit. Bon, je me lance, hein, sans fil, hein, et sans balancier en plus. Voilà. Et là, je me casse lamentablement la gueule, mais je m'en fous, j'assure. Ouais. Alors sinon, à part Elisabeth Garousse, il y en avait quand même pas mal d'autres, parce qu'il faut préciser que ce premier étage, effectivement, il y a des tableaux qui sont sur les murs, mais ce sont une série d'alcôves qui se succèdent, donc avec des artistes dédiés pour certaines à un artiste en particulier. Moi, il y a un artiste que j'ai bien aimé, il s'appelle Jabert, donc c'est difficile à décrire après parce qu'ils ont tous quand même, on retrouve des points communs chez tous. C'est-à-dire qu'il y a Jabert, il y a des formes très colorées. Je crois que c'est lui qui a fait un portrait de Dubuffet, donc tu peux rigoler, Robert. Ça n'a pas été pas à vomir. Hein. Et Jabert, en fait, c'est quand même, il se faisait appeler Monsieur Jabert, et certains ont peut-être pu le croiser parce qu'à un moment, il a traîné devant Beaubourg pour vendre son travail. Mais lui, il était d'origine tunisienne, et il a été donc découvert par Dubuffet. C'était un ancien boulanger, un ancien boxeur. Il a fait de la musique, et puis il a peint donc ce travail très coloré. Il y en a un autre que j'ai bien aimé aussi, qui s'appelle Philippe Ayni. Philippe Ayni, il y avait, je crois, 2 tableaux de lui, et ce qui était remarquable, c'est que justement, c'était des tableaux avec du relief, et je crois que c'est de la bourre de matelas qui faisait du relief. C'est pareil sur des formes, donc toujours des formes figuratives, avec des visages un peu carrés, très expressifs. Oui. Voilà, il y avait une alcôve qui était aussi consacrée à Johanna Flatto. Johanna Flatto, elle a un travail de pastel. Enfin, en tout cas, là, ce qu'elle présentait, c'était des portraits qui étaient au pastel, ouais, qui étaient très colorés. Mm-hmm. Il y avait aussi des peintres naïfs. Il y avait un tableau de Rustin. Il y avait Marcel Pouget, Lindström. Enfin, tous ces peintres qu'on avait déjà vus assez souvent, ou dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait Saddam Adam aussi, ce peintre syrien qu'on avait vu aussi au musée de la Halle Saint-Pierre. Abraham Haddad. Il y a les deux, il y avait Abraham Haddad et Saddam Adam. Ouais. Ah oui, c'était le grand chose au fond là. Un espèce de, c'est pas un totem, mais ça ressemblait à un totem. Enfin, c'est une peinture, mais bon. Ouais. Oui, on premier, oui, je vois le mur du fond, oui, tout à fait. Ouais, bon, on a vu aussi, évidemment, l'éternel pour nous, en tout cas, qu'on aime à la folie. Comment s'appelle-t-il bon, celui de Bagnolet, là. Ah, Jean Rustin, il y avait un tableau de Rustin. Un petit Jean Rustin, ouais, tout superbe. Oui, ici, les sculptures, j'ai été moins convaincu par les sculptures qu'on a vues, à part quelques-unes, comme ce petit racoup de Jean-Nicolas Reiner, qui s'appelle André Lefière. Je trouve ça, avec une petite biroute, là, je trouve qu'il est vraiment craquant, ouais. C'est avec quasiment des mains sans bras. Toute petite, un tout petit racoup qui est vraiment craquant, et ça j'ai bien aimé. De Kiefer aussi, il y a Enchanté, une céramique assez grande, 61, 36, 12, sympa. Et aussi d'Éric Gougelin, on en a vu des Gougelins déjà, créature fantastique, une technique mixte, oui, très intéressant, voilà. Mais la sculpture était moins convaincante que
que les œuvres plus graphiques, quoi, en 2 dimensions. Il y avait des choses plus évocatrices des écoles. Ah, il y avait un Yvon... T'en as parlé d'Yvon Taillandier? Non, j'ai pas cité Yvon. Mais là, sur le catalogue, ça tu as suivi l'année dernière. Donc là, il montre un mannequin que nous, on n'a pas vu. Mais il y avait un tableau de Taillandier, oui. Oui, il y a un tableau de Taillandier, oui, bah oui, je peux pas... Il y avait aussi Grimberg, Jacques Grimberg. Chabot. Patrick Gullier. Ah, il y a un Daniel Lebricuir. Ça, je crois qu'on l'a pas vu. Le Sorbier d'Avalon. Une structure en bois découpé que j'aime beaucoup. Ouais, bah oui, je l'avais pas vu parce que je l'aurais vu, je serais resté un moment à côté. Parce que j'ai un peu fait des choses un peu comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est vaste. Oh, il y en a un. Alors, il y a un Yann Darson, là, je viens de voir. On dirait un combasse. Bon. Et non, là, il y a eu une bande de mecs là qui ont tous pompé les uns sur les autres. Bon, c'est intéressant si c'est ça. Moi, aucun, comment dirais-je, grief à l'encontre des gens qui pompent dès l'instant qu'ils pompent bien. Voilà, c'est tout. Ouais, ils peuvent pomper tout ce qu'ils veulent autrement. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est une expo. Si vous êtes dans le coin, ou si ça peut être une idée de départ pour un petit périple, hein, en prenant son temps. Ouais, ça vaut vraiment le coup parce que c'est tranquille. Oui. Mais alors, si vous allez dans le coin, restez-y quelques jours parce que c'est pas une expo qu'on peut, à mon avis, enfin, c'est ma manière de regarder ces choses-là, qu'on peut regarder comme ça en passant. Il faudrait peut-être y revenir 2-3 fois et encore, ça serait un minimum. Voilà, parce que c'est très profus. Il y en a dans tous les coins, il y en a toutes les manières. Tous les formats, voilà. Il y a une vidéo aussi, il y a un petit espace où il y a un film qui a été fait par c'est Clémence, la petite fille de Cérès Franco, donc qui a fait un film sur sa grand-mère, donc qui retrace un petit peu sa vie. C'est là qu'on la voit, qui monte sa galerie, qu'on la voit dans sa maison à la Grâce. Donc ça peut être aussi intéressant. C'est un film qui est en vente à l'accueil, mais on peut aussi le voir le temps de l'exposition. On la voit dans sa jeunesse aussi, sur les plages que c'est passé. Plage californienne, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, ou à Ibiza, je sais pas. Oui. Non. Et puis je vous dis, ce petit village est tout à fait étonnant. Il est resté dans son jus. Et il y a toutes ces librairies, hein, une douzaine de librairies. Donc des librairies du livre ancien principalement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, des petits restos, des trucs sympas. Mais on peut pas faire tous les restos non plus, hein, parce que bon, c'est dommage d'ailleurs. Si on pouvait faire tous les restos, pas dans la même journée. Il y a un camping hein, pour ceux qui sont les braves. Pour les braves, donc il y a un petit camping qui est sur la route d'Alzone, donc qui est entre Montaulieu et cette grande route là qui va entre Toulouse et Carcassonne. Un camping comme on en a rarement vu. Hein, tout est propre, tout est pratiquement neuf. Enfin, l'accueil est très sympa. Oui, on a campé d'ailleurs dans des conditions extrêmes, mais bon, hein. Même tout ça, le patron, il fait des cassoulets géniaux, et j'ai eu droit à un cassoulet. Parce qu'aller dans ce coin-là sans manger de cassoulet, c'est vraiment la honte. Et alors là, mais manger un cassoulet en plein air sur une table bancale entre 2 averses, c'est génial. Et ils font les haricots, mais alors, comme jamais vous pouvez manger des haricots. À côté, ce qu'il y a dans le saucisse, tout ça, mais les haricots. Si bien que Dominique est une pure végétarienne. Et elle m'a choué une part de haricots assez conséquente, voilà. Elle n'a pas touché aux saucisses, mais les haricots, elle n'a pas dit non. Bon, non, un petit camping vraiment propre et tout. Oh là là, on osait à peine aller aux toilettes tellement c'était propre, parce qu'on disait après notre passage, qu'est-ce que ça va être. De l'eau chaude partout, des douches très chaudes, on peut laver sa vaisselle, enfin vraiment. On peut laver son linge, il y a des étendoirs à linge avec des pinces géniales aussi, en inox. Alors, prière de ne pas les chourer si vous allez dans ce petit camping, hein, parce que quand même... Hein, voilà, parce que les patrons du camping, ils nous ont dit, nous on a campé avant de monter notre camping. Donc on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire dans un camping pour le confort des campeurs. Ouais. Enfin, les campeurs, il y avait nous, on était 2 campeurs, 2 couples de campeurs, parce que la plupart du temps, c'était des gens qui avaient des caravanes géantes et tout, et qui posaient la caravane pour la nuit. Alors, il y a un restaurant aussi, on peut manger pour pas très cher. Combien c'était le repas ? Je me rappelle pas. Entre 12 et 14 euros, je crois.
Mais nous, on a eu le cassoulet à côté de la tente. Alors, c'était pas mal aussi. Mais il a plu presque tout le temps. 2 jours de camping sous la flotte, à part quand on a mangé le cassoulet, où il y a eu une éclaircie. Voilà, c'était donc un bon point pour... je sais pas si c'est pour le cassoulet ou pour le pays. Voilà. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Liberté, à la voix de la fédération archi-sérieuse, médecin pubère, qui est consacré à l'émission de la collection CRS Franco. Une grande collection. Et puis, merci à l'auditeur qui nous a dit qu'il y a là, les auditeurs, vous êtes formidables. 292 pays répertoriés par l'ONU dans le monde. Voilà. On apprend des choses sur Radio Libertaire. Et aussi sur l'émission à Racaille. Hein. Bon, Radio Libertaire, sans Dieu, sans médecin, puis aussi, ne pas oublier. Hein. Pour la suite, nous allons parler dans cette émission culturelle des expos. Ma camarade Piquet-Cou, qui est elle-même une internationale, va vous en parler. Les expos, donc il y a notre petite Anne van der Linden qui était venue dans l'émission, qui elle n'arrête pas, elle nous envoie toujours des mails, elle a toujours des toiles quelque part. Et ben là c'est entre le 7 juillet et le 9 septembre 2016, elle participe à une exposition collective qui s'appelle Summer Camp, cabinet de curiosité d'artistes en villégiature. C'est à la galerie 18 bis. Et l'adresse, c'est 18 bis, boulevard Voltaire, à Paris 11e. Donc, elle y expose trois toiles. On n'est pas triste, hein, comme d'habitude. Il y a Philippe Ayni, donc cet artiste dont je parlais tout à l'heure, qui était exposé chez CRS Franco, qui travaille avec de la bourre de matelas. Lui, il ouvre un lieu aussi d'exposition. Alors, c'est dans le même coin, c'est à Servier-Sanval, donc c'est aussi dans l'Aude. Il expose du 1er juillet au 15 octobre tous les jours de 13h à 20h. Donc il y avait une inauguration le 1er juillet, voilà. 1er juillet à partir de 17h. Donc si vous êtes dans le coin, il faut y aller. Il y a plein d'autres artistes, hein, il est pas tout seul. Je pense que ça mérite le détour parce que le lieu a l'air aussi d'être un grand lieu. Je sais pas si c'est une ancienne coopérative, mais c'est aussi un lieu assez spacieux. Ça s'appelle Coop Art La Marge. Voilà, c'est le nom de l'exposition, Hop Art, la marge 2. On peut reparler donc de ce dont on parlera les prochaines fois, hein, de ce qu'on a vu. Donc Chagall, le musée Chagall à Nice, le musée Fernand Léger à Biot, le musée Picasso à Antibes et l'exposition Turner et la couleur au musée, à l'hôtel de Caumont à Aix. Voilà. Oui, c'est notre périple, quoi, voyez-vous, hein. Alors, donc Nice, après on va à Biot, après on va à Antibes et on finit à Aix. On a failli aussi aller à Mâcon. Hein. Bon, là, moi je priais tous les jours, parce que, enfin prier, vous voyez ce que je veux dire. Je souhaitais donc ardemment tous les jours qu'on zappe Mâcon. Mais je n'en ai rien dit, parce que si j'en avais parlé, on était sûr qu'on le zappait pas. Alors, j'ai fait celui qui avait oublié, et ben ça a marché. Bon. Ouais, enfin bon, on lit un livre ouvert dans tes pensées, hein, j'aurais pas. Bon, alors que le galériste d'Arcate nous pardonne, mais comme nous n'avons pas eu de nouvelles de lui, eh bien, on a zappé l'étape Mâcon, voyez-vous. Hein, faut pas le prendre pour des... Bon, c'est vrai qu'on avait déjà fait un bon tour, on en avait déjà plein la tête quand même. Hein. Voilà. Alors, mais je vous recommande ce tour d'ailleurs, hein, parce que si vous voulez aussi en avoir plein la tête, puis manger une petite pizza saladière, voilà, à Antibes, sont pas terribles, hein, celles qu'on a. Parce qu'on a une copine qui nous avait dit d'aller à un certain endroit, mais on l'a zappé le certain endroit, et donc à l'autre endroit, c'était pas... Puis peut-être manger une soca à Nice. Ouais, voilà. Alors donc la soca, c'est une galette à base de farine de pois chiches. Sauf qu'on s'est cogné toute une partie de Nice avec les fan zones et tout. Oh là là là. Une catastrophe. Enfin bon, j'ai vu ma rue Alexandre-Marie. Le marché aux fleurs, qui est maintenant, depuis 1981, qui a des dates d'ouverture qui sont complètement abracadabrantesques, comme aurait dit un président qui est devenu complètement gaillard. Et voilà, mais c'est dommage. Par contre, on a pu quand même aller boire un allongé dans le Vieux-Nice. C'était vraiment sympa. Parce que le Vieux-Nice, c'est sympa, par contre. Mais tout le reste, c'est vraiment cacateux. Voilà. Et puis alors, bon, évidemment,
Fernand Léger, à Bio, on avait ça en coup de vent, puisqu'on est arrivé assez tard et ça allait fermer. Enfin bon, pour ce qu'il y a à voir, ça suffisait. Ouais. Picasso à Antibes, pareil, pour ce qu'il y a à voir, ça suffisait, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, on est un peu déçu. Et puis par contre, Turner à Aix, alors là, c'est le festival. Et Dominique savait plus où se mettre. Ouais, donc là, on a au moins, je dirais, deux émissions d'avance. Voilà. Eh bien, on va passer au culturel de la semaine. À vous, ma chère. Alors, le culturel de la semaine, moi, je voudrais remercier Françoise. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais si tu nous écoutes, Françoise, quand on s'était croisés en manif, tu m'avais parlé d'un bouquin de Mordilla qui s'appelle La Brigade du Rire, qui est chez Albin Michel. Donc, je l'ai emprunté à la bibliothèque de Montreuil, je l'ai lu et j'ai adoré. J'ai trouvé un livre super, une bande d'anciens copains qui vont se réunir et kidnapper un éditorialiste de valeurs françaises qui prône cette économie à la Macron et qui vont le soumettre à ce rythme de travail. Et ça, c'est vraiment le prétexte à raconter la vie un peu de chacun et d'avoir des réflexions sur la vie contemporaine, des idées sur les idées révolutionnaires. Donc c'est un gros bouquin, mais c'est vraiment passionnant parce que ça se lit très rapidement. On s'attache à chaque personnage dont les vies se croisent, se décroisent. Et il y a quelques réflexions intéressantes. Il y a justement sur la Palestine, sur le travail, sur l'injustice, sur les médias. Ça peut parler philo, ça peut parler cinéma, ça parle aussi recherche de soi, ça parle théâtre. Il y a de l'amour aussi, donc c'est vraiment bien foutu. Et il y a un passage que j'ai bien aimé qui évoque Robespierre. Il y a un prof d'économie qui se retrouve à une conférence sur Robespierre où il rappelle qu'en 1792, Robespierre avait fait un discours sur l'objet de la société. Et qu'en fait, cet objet de la société, c'était le maintien des droits imprescriptibles de l'homme. Et le premier de ces droits, c'était celui d'exister. Et ce qu'on voit donc encore maintenant, c'est qu'effectivement, c'est des droits qui sont toujours combattus par toutes les forces réactionnaires, que dans ce pays qui se divise entre une France d'en haut et une France d'en bas, on arrive à des notions qui sont de charité, en fait, et que ce qui est tout à fait dit, ce qui est bien dit, c'est que la charité se substitue donc à l'égalité, et que la charité, c'est toute cette voie réactionnaire, alors que l'égalité, justement, c'est la voie de la révolution. Ouais, voilà. On n'a pas beaucoup bougé depuis Robespierre, hélas. Déjà, quand Pigéco, au début de cette émission, vous parlait des œuvres inaliénables des musées, des lois qui ont été votées et qui ne sont pas respectées par ceux qui les ont votées, à propos des œuvres qui sont dans les musées de la République. Donc voilà, cette Brigade du Rire, ça se lit très facilement, c'est un très bon moment. Et Pigéco m'a donné envie de le lire, mais elle ne me l'a pas prêté. Mais non, parce qu'il fallait que je le rende à la bibliothèque, il était réservé. Ouais, c'est pas une poéteuse, j'en ai conclu ça. Bon, enfin, passons. Tout le monde n'est personne. Attention aux coquilles d'œufs, Robert. Nul n'est parfait, bon, ouais. Et puis après, tu vas en parler des Innocentes. Tiens, non, tu veux pas? Je sais pas si je l'ai vu, je me rappelle pas. Tu es bête. Tout ça, non, parce que j'avais zappé qu'on en avait parlé. Bon. Alors, tu en parles ou pas? Non? C'est dommage. Enfin, c'était plus à une nana d'en parler qu'à un mec, mais bon. Parce que, écoutez, c'est un film de Anne Fontaine, Les Innocentes, et pour ceux qui ont le cœur solide, voilà, qui sont bien assis sur une chaise et qui ne peuvent pas en tomber sur le coup d'une émotion violente, et voilà, c'est l'histoire ça se passe en Pologne, juste après la guerre, occupée par les Russes, par toutes les forces alliées, mais là c'est dans un secteur qui est contrôlé par les Russes, l'armée rouge. Et évidemment, ils sont passés par un monastère avec des sœurs qui ont pratiquement toutes été violées à plusieurs reprises. Et alors que c'est pas leur vocation, on peut pas dire, la vocation d'aucune femme d'ailleurs, mais plus particulièrement de ces femmes-là qui ont fait vœu de chasteté, etc. Bref. Il y en a des très jeunes et puis il y en a des moins jeunes, bien sûr, mais ils sont toutes passées, même la mère supérieure, qui s'est récupérée une bonne syphilis à cause de ça. Et c'est cette histoire qui est racontée dans ce film, c'est très, très sobre, c'est très, très belles images. Ça se passe l'hiver. Et c'est un docteur français, de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge, une femme
très jolie d'ailleurs, très bonne actrice aussi, avec laquelle ses sœurs, enfin une des sœurs du couvent entre en contact, surtout parce qu'elle ne veut pas que ce soit des médecins polonais ou russes, polonais parce que vous savez que c'est des catholiques intégristes de premier abord russes qui étaient à ce moment-là pas vraiment des pratiquants religieux, mais qui étaient plutôt des bourrins. Et elle voulait pas avoir affaire ni aux uns ni aux autres, mais elle voulait avoir affaire à un médecin français de la Croix-Rouge française. Bon. Sur le coup, ce médecin n'est pas très partant pour cette histoire, parce que bon, c'est compliqué. C'est une zone à risque. Mais enfin, elle se décide quand même à le faire. Et voilà, et c'est toute l'histoire de ces rencontres entre un jeune médecin français et de la Croix-Rouge et ses sœurs qui vivent quand même sur une autre planète, voilà. Ouais. Et c'est vraiment bouleversant. C'est vraiment pas du tout un film racoleur. C'est pas une grande production hollywoodienne, hein, mais c'est comme un document, quoi, tout à fait, ouais. sur ce que doivent subir les femmes dans les périodes troublées. On sait bien qu'en Allemagne aussi, les Allemands ont payé le tribut fort par millions. À la libération, soi-disant, de l'Allemagne. Ouais, donc c'est vrai que c'est petit à petit comment la confiance va se renforcer entre ces sœurs. Il y en a une qui va un peu servir de lien entre la mère supérieure et cette jeune médecin. Donc justement, comment tout ça va évoluer, c'est vraiment bien fait. Effectivement, il y a une sobriété autant dans la façon dont c'est filmé que dans le discours. Ouais. Robert ? Ouais. Voilà, oui, donc, tout à fait. Oui, c'est assez, comment dirais-je. Bon, moi je l'ai regardé sans le faire exprès presque, et après je me suis pas du tout fustigé de l'avoir fait, bien au contraire, parce que ça, au-delà des choses de religion, etc., ça montre, si vous voulez, cette violence qui existe dans les rapports, évidemment, humains entre hommes et femmes. Voilà. Et c'est toujours d'actualité, d'ailleurs. On le voit régulièrement, en tout cas, dans certains pays, et même dans ce pays, où des femmes sont battues, tuées même, par des hommes. Voilà. Alors, je rappelle Les Innocentes de Anne Fontaine. Si vous avez le courage de le regarder, eh bien, faites-le. Après, c'est toi qui as vu le prochain film aussi. Ah, alors c'est Eyes in the Sky de Gavin Howe. Et alors là, c'est un film en plein dans l'actualité. C'est sur, vous savez, ces engins qui volent, là, comment on les appelle là, je suis sûrement au courant des choses qui se passent aujourd'hui. Ces espèces d'avions sans pilote qui bombardent évidemment des positions inatteignables par la Terre. Comment s'appellent ces avions sans pilote ? Ce sont des drones. Oh bah voilà, des drones. Et dans un siècle, je m'y serais fait. Voilà. Et c'est une histoire qui est comme un documentaire, encore une fois, sur le dilemme qui est posé à des décideurs de mort qui doivent pilonner, qui doivent éliminer des terroristes qui sont dans une baraque environnée d'autres baraques et de gens qui se baladent dans la rue, et avec les dommages collatéraux que ça risque de provoquer. Et c'est toute cette tension pendant à peu près une heure et demie, qui vient encore s'ajouter, en plus, dans le paysage, une petite fille qui vend du pain que sa maman fabrique, et qui est le dos carrément collé au mur de cette habitation qui doit exploser. Voilà. Et alors, vraiment, c'est quelque chose de terrible, bien sûr, à regarder, mais c'est présent tous les jours dans les pays du Moyen-Orient. Voyez-vous, on balance du drone, enfin des tirs de drone, un peu partout, un peu n'importe comment, et qui font des dégâts collatéraux considérables. Voilà. Alors il y a le cas de deux jeunes gens américains
qui sont donc responsables de la conduite de cet appareil, etc. Et qui sont mis, disons, c'est pas des gens qui sont des militaires de profession, mais c'est des gens. Il y a l'un, pour payer ses études, sont endettés, et pour pouvoir les rembourser, il doit s'engager dans l'armée pendant 4 ans, dans l'armée de l'air. Et puis la jeune fille, c'est pour une autre cause, je ne me souviens plus très bien. Enfin, c'est eux qui sont, en fin de compte, qui appuient sur le bouton. Voilà. Et ça. Bon, ils ont en même temps devant les yeux cette petite fille qui vadrouille dans le coin. Voilà. C'est très intéressant dans la mesure où ça peut, où c'est quelque chose qu'on ignore d'une manière assez systématique et pourtant qui est de l'actualité pure et dure. Voilà. Et qui peut nous arriver sur la gueule du jour au lendemain. Je m'empresse de vous le dire. On n'est pas en dehors du coup ad vitam aeternam. J'ajouterai pas amen, mais bon, c'est les mêmes. Voilà. Alors je passe. He is in the sky, the giving out. Voilà, c'est un film britannico, je ne sais plus quoi, mais c'est aussi un film, je crois, qui peut vous intéresser dans la mesure où c'est de l'actualité pure et dure. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. C'était Paco Ibanez, la Poesia es una arma cargata de futuro.